Bienvenue dans ce 4e numéro de l'FC en ce mois de janvier avec un programme toujours bien chargé et nos invités, un plateau que j'aurai le plaisir de vous présenter d'ici quelques instants. Mais voyons d'abord le sommaire de cette émission. Il sera question dans la première partie de Covid et l'aide apportée par la FIFA et la CAF aux nations du continent. Est-ce que ces aides sont suffisantes? Nous parlerons également du comité de normalisation qui s'est installé en Côte d'Ivoire et la FECAFOOT au Cameroun. Deuxième titre, bien sûr, le spécial CHAN 2021 au Cameroun qui a démarré samedi 16 et ça continue avec quelques surprises. Nous y reviendrons dans la deuxième partie. Et puis, dans la partie 3, les infos internationales, le championnat anglais et nos joueurs qui évoluent de l'autre côté de la Manche. Et gros plan sur 2 joueurs et non des moindres. Il s'agit d'Edouard Mendy et Leroy Sané. Nous allons vous présenter nos invités. Guillermo Richemont, conseiller sportif intérimaire de la FIFA, c'est bien ça? Intermédiaire. Intermédiaire. Oui. Quel est votre rôle exactement Alors, mon rôle, c'est la mise en relation avec des jeunes sportifs avec les clubs, les encadrer sur un projet sportif et puis les accompagner sur leur vie, sur leur carrière, voilà, tout simplement. Merci pour ces précisions. Et puis, bien sûr, c'est Dinapon, toujours fidèle à cette chaîne, qui est l'ancien entraîneur adjoint du Burkina Faso. Oui, effectivement, c'est ça. Vous avez gardé de mon souvenir? Bon, toujours. Ça oui. va, José? C'est dit qu'il est très sérieux aujourd'hui. Ouais, mais comme d'habitude. Hein. Oui. Ouais. Mais c'est qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous a marqué dans la semaine et dans les dernières heures sur le plan sportif, Mo? Moi, ça reste l'actualité de Lyon déjà, l'équipe de Lyon contre Saint-Etienne, le 5-0. Ouais. Ah oui, en France, on parle du championnat de France. Et puis aussi l'actualité des transferts sur le problème Mediapro avec le financement des clubs. Et puis la dernière chose, c'est surtout que la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe UEFA avec Dao Lassina et Youssouf Fofana. Exactement, nous y reviendrons. Sidi, qu'est-ce qui vous a marqué durant ces dernières heures? Qu'est-ce qui m'a marqué à ton avis? Qu'est-ce qui va me marquer? On a été éliminé hier par le Cameroun, donc c'est le truc qui m'a marqué le plus avec tout ce qu'on a pu faire hier. Dommage que les jeunes n'ont pas pu marquer un but pour qu'on puisse se qualifier. Voilà, mais nous y reviendrons tout à l'heure, Sidi, si vous voulez bien, puis vous nous apporterez votre éclairage sur cette élimination du Burkina Faso. Okay. Premier sujet à la une, c'est juste après ce jingle. Ici, on voit. La crise du coronavirus a plombé les comptes de certains clubs, mais aussi des fédérations. La FIFA et la CAF ont apporté justement leur aide, des aides considérables, mais sont-elles suffisantes pour aider à la reconstruction? Regardez ce sujet de Kamesh Katapolé. Ce sont des chiffres impressionnants liés à la pandémie du coronavirus. Il est question des aides apportées aux fédérations africaines. D'abord par la CAF qui a débloqué en mai 2020 une subvention de 10,8 millions de dollars répartie entre ses associations membres, soit 200 000 dollars par fédération. Et ensuite, la Confédération africaine de football a alloué 16,2 millions de dollars supplémentaires pour alléger les charges de ses associations membres, soit 300 000 dollars pour chaque entité. La FIFA ayant contribué avec une subvention de solidarité universelle d'1 million de dollars pour chaque fédération et 500 000 pour le football féminin, et chaque fédération recevant la somme de 2 millions de dollars. C'est le but du football et du travail d'équipe pour le fonds de secours. Grâce au travail que nous avons accompli ensemble à la FIFA au cours des 4 dernières années, nous sommes aujourd'hui dans une situation financière très solide. La FIFA jouait d'une bonne réputation sur les marchés financiers, ce qui nous a permis de consolider les bases saines en constituant d'importantes réserves. C'est l'argent du football. Quand le football va mal, nous devons réfléchir à l'aide que nous pouvons lui apporter. À noter qu'un groupe de travail des confédérations de la FIFA est en place pour veiller et traiter également les conséquences de la pandémie de la Covid-19. Je pense que cela va être un défi. Non pas tant en raison des problèmes de santé dans le monde et des divers degrés de préparation, mais surtout en s'engageant à voyager à l'étranger dès le retour des activités. Il faut aussi préciser que les associations et confédérations peuvent solliciter un prêt à hauteur de 35% de leur revenu annuel. Le prêt va de 500 000 à 5 millions pour les associations et de 4 millions pour les confédérations. La FIFA qui avait déjà approuvé un versement des fonds du programme de développement Forward. Oui, Sidi, je m'adresse à vous tout d'abord. Avez-vous l'impression que les sommes allouées sont suffisantes pour permettre au football donc, du continent de redémarrer justement à pleine vitesse?
Oui, mais ce que la FIFA a dégagé comme somme, il parlait de la première tranche qui était à 960 Oui, il y a beaucoup d'argent, je n'ai pas les chiffres en tête. Ouais. Bon, les chiffres, bon, c'est à peu près ça. Il voulait donner la moitié au club, bon, aux fédérations plutôt. Bon, j'espère que quand ils vont donner aux différentes fédérations, j'espère que ça va arriver au club parce qu'en ce moment, du Covid, les équipes ils souffrent beaucoup. Hein. Quand vous dites que ça va arriver au club, ils ont déjà alloué des sommes. Mais est-ce que vous pensez, ils ont déjà alloué des sommes, la FIFA et la CAF. Oui. Est-ce que vous pensez que les fédérations font bon usage? Bon, ça dépend de tout un chacun. Vous savez, quand il s'agit d'argent, il y a toujours des soucis. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les dirigeants des clubs sachent que cet argent est arrivé à la fédération. Là, ils peuvent faire la demande auprès de leur fédération, comme quoi ils ont appris que la FIFA a loué telle somme à la fédération et ils doivent avoir leur part. Sinon, comme ça, il y a d'autres qui vont détourner ça autrement. Oui. Alors, je risque peut-être d'embêter un peu certaines fédérations. Est-ce que vous pensez que toutes les fédérations méritent la même somme? Bon, mais je pense que oui, on donne une somme. Bon, je rejoins un peu ce que Sidi disait, mais je vais essayer de reformuler ça autrement. Toutes les fédérations ont à peu près le même budget, mais c'est la capacité justement à gérer justement ces budgets. Je pense qu'il y aura une information qui sera donnée et les clubs auront l'information sur les sommes qui sont données, mais il parle de gestion et c'est vrai que c'est une grosse carence au niveau des clubs, des équipes africaines, mais je ne pense pas que les fédérations puissent détourner ces fonds parce qu'ils sont officiels. Et puis, va falloir savoir aussi, le problème, ça va être aussi au niveau des clubs, comment gérer ces fonds. Mais les fonds, beaucoup des fonds de la FIFA sont les fédérations en général. J'y connais pas mal là-dedans. Hein. Parfois, quand tu vois des équipes qui sont en Coupe du Monde ou quoi, qui ne sont même pas payées, alors qu'ils savent que cet argent est généré par la FIFA, parfois, et par le ministère des Sports. Oui, le ministère et la plupart du temps, les joueurs n'ont quasiment pas les sommes ou les fédérations, les clubs. Ce qui change sur cette fois-ci, c'est qu'il y a une grande pandémie, donc il y a vraiment une communication de la FIFA et des clubs et de la CAF. Et sans doute aussi un contrôle strict. À mon avis, oui. À mon avis. Oui. Messieurs, nous allons enchaîner avec le championnat et cette fois, nous sommes penchés sur le championnat d'un pays du nord d'Afrique. Il s'agit de l'Algérie, que vous allez voir sur votre tableau. Le championnat qui est reparti déjà, nous sommes à 9 journées et l'équipe de l'Sétif est en tête devant le MC Alger. Une 3e place pour l'Olympique Médéa, une 4e Belouizdad et à la 5e place, nous retrouvons AS Lila. Oui, c'est ça, Lila. Messieurs, un petit mot sur ce championnat algérien que vous avez vu, ou vous voyez en même temps les 3 derniers. Est-ce que c'est un championnat qui est passionnant pour vous, Sétif, qui domine devant le MC Alger? Moi, je ne regarde pas trop, j'ai pas trop d'informations sur le championnat algérien parce que ce n'est pas un championnat qui est, on va dire, qui est vulgarisé. Qui est très connu. Je connaissais à l'époque le JS Kabylie, je ne le vois pas, mais je pense qu'ils doivent être 8e, qui est un grand club qui a compéti dans beaucoup de compétitions africaines. Le football algérien a toujours produit de très très bons joueurs. Et exactement, oui. Même si on ne suit pas de près, mais... non, pas le championnat. On suit les joueurs algériens en hexagone, mais on ne... Je veux dire, le championnat algérien en tant que tel, on les voit en Coupe d'Afrique, quelques clubs comme JS Kabylie, je le disais tantôt. FC Sétif et FC Alger, et on avait le Mouloudia avant qui n'était pas mal aussi. Donc le football algérien, ils ont produit pas mal de grands joueurs à ce sujet-là. Donc c'est un championnat qui est très attrayant. Et puis bon, il y a beaucoup de joueurs africains. Il y a beaucoup de joueurs africains partaient jouer en Algérie avant. Donc ça vous dit que ça appelait beaucoup de... On a vu l'équipe d'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec de beaux internationaux. Mais oui, tout à fait. Et puis donc, je voudrais préciser qu'à la 5e place, c'est Aïn Lila, qui est donc 5e de ce championnat. Nous enchaînons, et ça concerne Mo, mais aussi Sidi qui va intervenir. La mise en place, justement, en Côte d'Ivoire, du comité de normalisation de la FIF et donc passation de pouvoir par Sam Etiassé. Et nous allons tout de suite voir ce sujet et après vos interventions, messieurs.
croire. En Côte d'Ivoire, la militante et sénatrice Mariam Dao Gabala a été désignée pour présider le comité de normalisation de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Depuis le 24 décembre 2020, la FIF a été placée sous tutelle par la Fédération de Football Association FIFA suite à un blocage du processus électoral au sein de l'instance ivoirienne. Ces acteurs ne trouvent pas d'accord à organiser une élection conforme pour renouveler son exécutif. Le comité de normalisation, censé assainir les tests statutaires et organiser l'élection du président de la FIF, est installé depuis le 14 janvier par une mission de la FIFA. Mariam Dao Gabala, qui est donc maintenant qui dirige le CONOR, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Sidi, est-ce que c'est pas un peu rabaisser le football ivoirien, le fait que ce ne soit pas un homme mais une femme? Que pensez-vous? Non, pour ça, je ne suis pas d'accord que ce soit femme ou homme, parce que cette dame, je vois que Madame Gabala, c'est une experte en finance, donc c'est ce qu'elle fait. Donc ils l'ont mis là-bas, ce n'est pas par hasard. Donc je pense qu'elle va pouvoir gérer le problème au niveau de la Fédération ivoirienne de football, parce que le problème, c'est quoi? C'est mettre en 4 étapes. C'est-à-dire qu'au niveau, pour normaliser, comme ils ont bien précisé, c'est-à-dire que premièrement, c'est la gouvernance, c'est la gestion des affaires, et juridique, révision de mise en place des statuts. Et la troisième position, c'est constituer cette commission électorale le plus vite possible pour faire les élections avant, parce que la Côte d'Ivoire organise en 2023 la Coupe d'Afrique. Donc, et la quatrième, c'est la transparence, pour que la confiance entre les acteurs du foot revienne et la sérénité revienne au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont mis la comité de normalisation pour mettre ça en place. Sinon, la dame, je peux vous dire, s'ils l'ont mis là-bas, c'est qu'elle est très compétente. Elle est très compétente. Alors, je reformule, c'est pas rabaisser le football, mais tout simplement dire qu'il n'y a pas des hommes compétents et on met une dame qui a plus de rigueur, peut-être plus de fermeté aussi. Et Sidi l'a dit, qui a des compétences en finance. Alors, que pensez-vous de la situation? Bon, ben, moi, je pense que... Vous qui êtes ivoirien. Oui. Ben, le mot rabaisser, déjà, c'est un peu gros. En Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons des présidentes de clubs femmes. Je veux dire sous-estimer. Voilà. Je précise quand même, je reformule, sous-estimer la compétence des hommes par rapport... qui ne sont pas aptes à diriger. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Et les femmes sont toujours... mise à l'honneur. On est dans un pays où les femmes aujourd'hui sont dans beaucoup de domaines et sont très compétentes. Donc c'est une fierté pour nous de ressortir Madame Gabala comme présidente du comité de normalisation. Faut savoir... Peut-être, est-ce qu'elle ne serait pas future présidente aussi? Je pense non, pas. Elle peut pas. Dans ce qui est proposé par la FIFA, c'est-à-dire que tous ceux qui sont membres de cette commission ne peuvent pas se présenter aux élections. Au-delà de ça... C'est-à-dire que... dans l'histoire, elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée par un maître Ablé Simon, qui est avocat. Un avocat, oui. Oui, il a aussi maître Abou Ablé Simon, mais le professeur Martin, qui est un ancien ministre de la Sécurité. Donc, elle n'est pas toute seule. Oui, parce que Sidi a l'air de bien connaître ce dossier. Oui, les informations qu'il a, elles sont publiques, donc on sait tous qu'il y a 4 personnes, mais je pense qu'au-delà de citer les personnes qui sont dans le comité de normalisation, il faut aller plus en profondeur. Ça veut dire qu'ils sont là pourquoi, c'est quoi leur mission. Donc quand on parle de transparence, bonne gestion et transparence, c'est à peu près la même chose. Le problème, quel problème ce comité, le comité sera confronté à un problème. Ils arrivent, ils veulent normaliser les choses, mais tant qu'il n'y aura pas de réconciliation entre les présidents de clubs, il faut savoir aussi qu'ils sont accompagnés par le ministère des Sports avec M. Allah qui fait un gros travail. Mais avant de pouvoir... mais qu'est-ce que l'État vient faire dans ce dossier? Non, l'État ne vient pas faire... C'est la FIFA qui a mis ces gens en place. Non, mais je veux dire le ministère des Sports. Le ministère des Sports est là. José, tu me poses une question. Je vais juste me permettre de répondre. Donc, je disais que le ministère des Sports accompagnait le processus afin que tout se passe bien. Donc, le plus gros, ce n'est pas de nommer des gens compétents pour normaliser les choses. C'est de savoir quels sont les problèmes et comment avancer. Okay. Aujourd'hui, les présidents... On va faire vite parce qu'il me reste à peine 2 minutes. D'accord, je vais faire court. Il y a un problème de toilettage des textes, mais il y a surtout un problème de réconciliation au niveau des présidents de clubs qui sont aussi décideurs. Voilà.
Mais si je pense que s'ils ont mis... C'est dire, on n'a pas le temps. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pour tout simplement dire que s'il y a la norme, s'ils disent qu'ils ont mis des personnes pour normaliser, c'est que ces personnes sont aptes à mettre tout ce processus en place pour que tout se passe bien. On peut faire une équipe, mais elle peut ne pas gagner. Vraiment désolé, excusez-moi, mais à la région, on me signale qu'il me reste à peine 2 minutes. Les élections au Cameroun, encore avec des images qui ont été annulées à la FECAFOOT, vous le savez, une décision qui est tombée à la veille du coup d'envoi du CHAN. Et justement, nous allons écouter Gianni Infantino qui s'est confié à nos confrères de la CRTV du côté du Cameroun. Je pense qu'il ne faut pas être nerveux à ce sujet, au contraire, il faut être serein. Il y a une décision d'un tribunal, le tribunal arbitral du sport, il faut respecter la décision, il faut la mettre en place. C'est l'équipe dirigeante actuelle qui va mettre en place cette décision, évidemment avec le soutien et le support de la FIFA qui va vérifier que tout se passe correctement. Voilà, nous allons enchaîner. Gianni Infantino, que nous entendrons de nouveau une prochaine fois sur nos antennes. Je voudrais vous dire en bref, avec des images, que Jean Katala Toumba, ancienne légende de la RDC, a été honoré donc la semaine dernière du côté de Cameroun. Je vous rappelle bien que ce joueur est décédé le 11 janvier dernier. Il avait l'âge de 73 ans. Et puis Roger Bassa Dine, le maire de la ville de Douala, a également fait de l'inauguration. Vous allez voir les images. Ambassadeur de la ville auprès de l'UNESCO, cérémonie sobre mais riche en émotions qui s'est déroulée le jeudi 21 janvier 2021. Donc à la Maison de la Culture Sarwa à Douala, où l'UNESCO donc a été honoré. Il nous reste peut-être une petite minute. Qu'est-ce que vous avez à rajouter, messieurs? Mots et c'est dit avant de conclure dans la première partie. Non, mais la première partie, c'est que au niveau du football, il faut savoir que il y a les structures qui sont mises en place pour diriger les choses et il faut les connaître. Ok. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mais il faut, attendez, je vais rajouter, il faut les connaître, ça ne veut rien dire. Il y a des structures qui sont mises en place, il faut les connaître. Alors, on a mis un comité en place en Côte d'Ivoire. Il ne suffit pas juste de citer. Quand je parle, laissez-moi m'exprimer. Voilà, un peu de respect. Voilà. Mot en quelques secondes, parce que je suis obligé de remettre l'antenne. Il faut que j'explique, parce que c'est bien beau de dire, oui, on a nommé telle personne, mais le but de sa nomination, normalisée, c'est juste un mot. Alors, on met des gens en place, mais le but, c'est de réconcilier les gens, parce que si les présidents de clubs ne viennent pas aux réunions, combattre le comité en place, on va rester dans ce schéma-là pendant plusieurs années. Merci. Donc il ne suffit pas, non je le dis juste parce qu'il ne suffit pas de dire juste, on a nommé des gens et il y a une normalisation. Laissez-le conclure parce qu'il faut que je remette en scène. Ça n'a aucun sens. Il faut développer, il faut aller un peu plus loin. Je comprends. Il connaît la Côte d'Ivoire, oui, comme tout le monde. Il sait lire comme tout le monde. Mais il faut savoir les vrais problèmes et pourquoi ces gens sont là. Il faut développer au lieu de dire, oui, je connais, il y a telle personne qui est nommée, telle personne qui est nommée. Monsieur, merci. Je ne peux pas laisser dire ça parce que... Nous retrouvons oui, mais tu devras écouter ça. Pour développer, il faut connaître les trucs. Si la FIFA met quelque chose en place... Messieurs, merci. On va remettre l'antenne. On se retrouve pour la deuxième partie après la pause. L'FC revient pour la deuxième partie de cette émission et nous allons parler du CHAN pendant cette deuxième partie. Guillaume Mamo Richemont, conseiller sport FIFA, est toujours avec nous. Et puis à ses côtés, en face de lui, il y a Cézine Napon, qui est lui ex-entraîneur adjoint du Burkina Faso. Il est bien sûr technicien du football. Tout de suite, le dossier de cette émission. Et le Cameroun qui abrite depuis le 16 janvier la 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations. 16 équipes nationales au départ engagées. Nous allons revenir juste sur la ville de Yaoundé, comment elle s'y est préparée. Joël Marie Ballot.
Yaoundé, capitale du Cameroun, vibre au rythme du CHAN 2021. Les artères de la ville sont parées aux couleurs des équipes pour la grande messe africaine qui se tient du 16 janvier au 7 février 2021. Yaoundé affiche un visage festif, celui d'une ville chaleureuse, pittoresque et fière de recevoir l'Afrique sur son sol. C'est le cas de la commune de Yaoundé 5e où se trouve le stade Amadou Ahidjo. Faisons à Yaoundé 5e de la propreté une priorité. Donc nous n'avons pas attendu l'avènement du CHAN pour faire la propreté. D'ailleurs, je voudrais vous dire que nous avons gagné il y a quelques mois le prix de la commune la plus propre de la ville de Yaoundé, puisque Yaoundé compte 7 communes. Nous avons embelli nos principales avenues, nous les avons badigeonnées, nous avons planté des fleurs dans des bacs. Et nous avons fait ces travaux sur l'ensemble du territoire de notre commune. En fait, parce que nous voulons créer un cadre agréable et paisible pour nos populations, pour nos visiteurs. Le CHAN est aussi l'occasion pour les amateurs de football de découvrir les merveilles de la capitale du Cameroun. La ville donne à voir sa géographie singulière, jonchée de collines verdoyantes. La basilique Marie-Reine des Apôtres, qui montre la place de la religion au sein de la vie des populations. Le stade Amadou Ahidjo et ses annexes, embaumés d'un parfum de compétition. La douceur des cascades du Fundi, qui fait découvrir la coloration gastronomique du pays. La verdure pittoresque du bois Sainte-Anastasie qui permet d'admirer la rivière d'Ekozoa qui longe le parc. Et je voudrais dire qu'à Yaoundé 5e, nous avons d'abord un musée ethnographique de l'histoire des peuples de la forêt, parce que Yaoundé est situé en zone équatoriale du Cameroun. Nous voulons également pouvoir inviter nos visiteurs dans l'un de nos grands hôpitaux, le CRACER, qui est le centre de reproduction humaine. Parce que c'est une spécificité, c'est une particularité pour notre pays. Dans ma commune, on trouve le plus grand nombre de snacks, de restaurants qui sont des cadres très agréables, très conviviaux, qui peuvent accueillir en toute sécurité, en toute quiétude tous les visiteurs. Au moment où le Cameroun ouvre ses frontières à l'Afrique, les visiteurs sont reçus sous les airs de l'hymne du CHAN, dont les accords font désormais partie du décor. Et nous allons voir le dernier match du groupe A. C'était ce dimanche 24 janvier avec Burkina Faso contre Cameroun. 0-0. Les deux équipes se sont neutralisées. Le Burkina Faso qui passe tout près d'une qualification. Burkina Faso qui est en blanc comme d'habitude. Et puis l'autre match, à noter la victoire des Aigles du Mali qui surprennent de plus en plus avec une victoire de 1-0. Les Aigles du Mali toujours en blanc cette fois, quelquefois en jaune, face au Zimbabwe. Donc c'était ce dimanche. Le tableau tout de suite avec le groupe A, Burkina Faso, Cameroun 0-0 et Zimbabwe qui perd devant le Mali 1-0. Au classement, eh bien, le Mali termine en tête devant le Cameroun et Burkina Faso 3e. Comment expliquez-vous cette défaite, justement? On fait cette contre-performance parce qu'il n'y a pas vraiment de défaite, ils ont perdu une fois. Non, mais bon, parce qu'ils n'ont pas entamé très bien le match d'ouverture. Je pense que le premier match, ils n'ont pas pu négocier le premier match correctement. Le temps qu'ils puissent se mettre dans les matchs et dans le déroulement de la compétition, donc ça a été trop tard. Donc, pour vous, ce n'est pas un échec du Burkina Faso? Non, c'est un échec. Bon, le problème, c'est que hier, en tout cas, le match qu'ils ont délivré hier contre le Cameroun, c'était vraiment de très très bonne qualité. Vraiment, ils ont vu une équipe du Burkina qui ont dominé toute la partie. Je pense que les Camerounais même doivent savoir, même s'ils sont passés avec le match nul, l'erreur qui s'est mise en place avec les jeunes qui étaient trop pressés devant les buts. Donc, sinon, normalement, première mi-temps, on devait rentrer avec 2 buts. Oui, ouais. Le Mali aussi qui nous a surpris. Nous allons retrouver Mo tout à l'heure pour le groupe B. Mo avec les images, c'était jeudi 21 janvier, Libye-RDC, 1 but partout avec l'absence de Florent Mbengue, vous le savez, qui a contracté donc le Covid. Et puis Congo-Niger, 1 but partout également. Un bon résultat pour les deux équipes qui peuvent nourrir encore un peu d'espoir avant la dernière journée prévue ce lundi 25. Alors au classement que nous allons voir après ces images, nous allons voir le classement dans quelques secondes. Le classement donc RDC en tête devant le Niger et la Libye et dernier le Congo. Prochaine journée ce lundi. Vous avez un pronostic Mo sur les matchs que nous verrons ce lundi avec notamment Congo-Libye. Surtout Congo-Libye et Niger-RDC.
Oui, le Nigeria... J'ai l'impression que le Niger risque de piéger les RDC. Oui, le Niger est un pays qui travaille beaucoup sur la formation, mais je pense que la logique, ça sera comme l'autre groupe. Hein. On a vu Cameroun premier, ainsi de suite. La logique est toujours respectée et je pense que la RDC pourra relever un peu le niveau et être un peu plus concentré. Malgré l'absence de Florent Benguemo. Malgré c'est l'entraîneur, mais à mon avis, avec le championnat qui est en ce moment très relevé, le championnat zaïrois, je pense que les Zaïrois... Le championnat congolais. Le championnat, excusez-moi, j'ai dit congolais. Je pense qu'ils ont plus de maturité. Il faut savoir que le Niger a plus de joueurs en post-forme, déjà formés, mais un peu plus jeunes, un groupe un peu plus jeune. Donc je pense que la RDC l'emportera quand même. Préparez-vous pour le groupe D tout à l'heure. Et nous allons parler du groupe C avec mon cher Sidi Napon. Sidi, match qui se sont joués vendredi. Maroc-Rwanda qui se sont neutralisés 0-0, mon cher Sidi. Presque une contre-performance pour les Marocains. Champion titre et Ouganda-Togo. Le Togo l'emporte 2-1. Un match à couper le souffle. Alors, un bon comportement, Sidi. Nous allons voir le tableau d'ici quelques instants. Voilà le Sidi avec les matchs à venir. Il y a donc Ouganda contre Maroc et Togo qui va jouer contre le Rwanda. Sidi, présence de Claude Leroy. Claude Leroy, c'est tout à fait, c'est A', donc il doit surveiller les A' pour pouvoir voir s'il y a des gars qui sont Mais ce n'est pas lui l'entraîneur en titre, vous connaissez bien le phénomène. Lui, il est venu juste en tant que superviseur. Et donc, dans ces conditions, il prend la place de l'entraîneur, il donne des consignes. En général, il ne prend pas la place, il supervise derrière seulement pour donner des conseils. Mais la plupart des entraîneurs de l'équipe A sont obligés d'aller voir les matchs des A' parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir des très bons joueurs parmi ces joueurs-là. Donc l'équipe du Togo aujourd'hui qui sont à la 2e place, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a un boulot de très bien fait là-bas. C'est leur première participation, Sidi. Vous pensez qu'ils peuvent quand même... Mais ils peuvent surprendre, ils peuvent se qualifier contre le Rwanda, ils peuvent se qualifier parce qu'il ne reste qu'un seul match. Le dernier match, on ne sait jamais. Peut-être un match nul même peut les aider à se qualifier. Merci Sidi pour votre éclairage en groupe D maintenant. Nous allons retrouver Mo tout à l'heure avec l'équipe de la Zambie qui a fait match nul avec la Guinée. Un but partout et puis Namibie qui a perdu devant la Tanzanie sur le score de 1-0. Donc toujours 2 matchs par groupe et tous les soirs. Un match avait lieu à 16h et l'autre avait lieu à 19h. Nous allons après ces images voir le tableau d'ici quelques instants. Voilà, donc l'équipe de Tanzanie qui va rencontrer celle de Namibie le 27 et l'équipe de la Guinée face à la Zambie. Alors quel choc pour moi, Mo. Guinée-Zambie, ça c'est... Guinée-Zambie, oui, c'est un choc. La Zambie a beaucoup d'internationaux au sein de son équipe de la CHAN, de jeunes internationaux, mais j'ai toujours un penchant pour la Tanzanie, un beau pays que j'ai eu à connaître avec le Simba FC, avec le Hamza FC. Donc je pense que la Tanzanie va inverser la vapeur et... Pourquoi pas se qualifier? Pour nos téléspectateurs, le football se porte bien dans ces deux pays alors, Tanzanie et Zambie. Tanzanie, je conseille vraiment, j'ai vu beaucoup de jeunes footballeurs aller dans des pays en Libye et je ne sais où, mais le championnat tanzanien est un championnat très très relevé et est plutôt bien payé, les joueurs sont bien pris en charge. Donc j'ai un fait pour l'équipe de Tanzanie. Merci Mo pour votre éclairage et puis nous allons retrouver un sujet sur la vente des billets. Vous savez que ça s'arrache pas mal ces billets, mais malheureusement tout le monde ne peut pas rentrer. Le point avec Thierry Dassa. Tous les fans de football ne pourront pas avoir accès au stade durant le championnat d'Afrique des Nations en cours au Cameroun. En raison de la crise sanitaire, la Confédération africaine de football a prescrit un taux de remplissage de 25% dans les stades qui abritent la compétition. À Douala, la demande est énorme. Les tickets pour l'accès au stade de Japoma ont presque tous été écoulés lors des rencontres de la première journée. Et les gens demandaient même encore. Mais vu le contexte sanitaire actuel, on ne pouvait pas vendre plus que ce qui était demandé. Mais sinon, les gens vraiment appelaient, ils demandaient, ils en avaient encore besoin. Donc, presque tout a été vendu. Presque vraiment. S'il fallait donner un pourcentage, 98% des billets ont été écoulés.
Le point de vente du parcours Vita, situé au nord de la ville de Douala, est l'un des plus courus. Ici, les billets vendus à 1000 francs CFA pour le stade de Bépanda sont en rupture. Les supporters tiennent néanmoins à vivre cette compétition. La demande est fortement élevée. Parfois, nous nous retrouvons même à bout, point où nous sommes en carence de billets. Nous sommes obligés de renvoyer parfois les acheteurs. Maintenant, ils doivent s'accommoder aux prescriptions de la CAF qui veut un remplissage de 25% et nous en tenons là et nous essayons de dire aux gens, voilà, si vous n'avez pas eu la chance d'obtenir un billet, venez au niveau de la fan zone assister à votre match paisiblement. Les stades de Japoma et Bépanda, avec une capacité de 50 000 et près de 40 000 places, ne pourront contenir pour cette compétition que 12 500 places pour Japoma et 10 000 pour le stade de la réunification de Bépanda. Voilà, Sidi Emo, on a l'impression que vous êtes au lycée, hein. Vous suivez un cours qui vous passionne, vous regardez avec beaucoup d'attention ce qui se passe au Cameroun. C'est incroyable, hein. Les gens sont passionnés. Hein. Mais bien sûr, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, la Coupe d'Afrique des amateurs qui jouent là-bas au pays, dans les clubs, c'est la personne qui a mis ça en place, c'est très très intéressant. On commence à avoir des valeurs sûres à l'intérieur de ces matchs-là. Des joueurs qui auront leur chance de signer, de peaufiner des petits contrats de gauche à droite. Donc c'est une très très bonne chose. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ce que dit Sidi? Sidi disait celui qui a mis en place ce championnat, mais c'est la CAF, hein. C'est une bonne chose. Non, moi je suis un mordant, un mordu plutôt, excusez-moi du terme. Je suis un mordu de la CHAN. Parce que permettre d'avoir un championnat local et créer une équipe nationale locale et la faire compétir, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais ce qui m'interpelle là, c'est que le Cameroun doit faire la prochaine Coupe d'Afrique. Et déjà, à la CHAN, il y a une grosse ferveur, il n'y a plus assez de tickets. Donc c'est de bon augure, justement. On parle de fan zone, donc j'espère que là, il y a une bonne base pour les prochaines Coupes d'Afrique. Et j'espère que le Cameroun pourra en profiter pour développer tout ce qui est autour du business du football. Et j'espère que l'image du pays. Pour la CAN en Côte d'Ivoire, vous nous inviterez, moi et Sidi, vous allez nous accueillir comme il faut. Sidi la Côte d'Ivoire accueille tout le monde. Et voilà. OK. Nous prenons note, Sidi. Maintenant, le portrait de Chiko Ushi Diwa Kabanza. C'est le premier buteur du stade de Japoma avec Fidèle Odinga. En République démocratique du Congo, on l'appelle Chiko. Ushindiwa Kabanza est désormais le tout premier buteur du stade de Japoma. Un privilège pour l'attaquant de 25 ans. Oui, j'aime le stade, c'est un très beau stade, j'aime ça. Ça me fait du plaisir de marquer le premier but dans ce stade-là. Oui, ça me fait plaisir. Originaire de Kinshasa, formé à l'école de football Moïse Katumbi, le double champion de RDC avec les Corbeaux se dit prêt pour de nouveaux challenges. Je suis là, je travaille. Dès qu'il y a des équipes qui me sollicitent, là, avec mon président, là, je peux partir. Je vais quitter Mazembe pour aller jouer dans un autre club. Déjà 5 saisons avec le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Coupe des Confédérations de la CAF en 2017, Chiko rêve de retrouver le Cameroun en finale de ce CHAN. Bon, l'équipe que j'aimerais rencontrer en finale, c'est Cameroun. Bon, c'est un match qu'on a. On a déjà joué un match amical au Congo-Braza. C'est une équipe qui a beaucoup de fair play. J'aime qu'on rencontre la finale avec Cameroun. Sous la chaleur de Douala, Ushindiwa Kabanza se sait désormais très attendu. Messieurs, vous avez à peine 50 secondes pour répondre. Sidi, la Côte d'Ivoire est absente de ce CHAN, mais les éléphants de la Côte d'Ivoire des moins de 17 ans ont brillamment remporté le tournoi UFOA B. Vous pensez... Oui, c'est félicitations aux jeunes Ivoiriens qui ont remporté cette coupe. Ils vont représenter la prochaine fois la Côte d'Ivoire aux Jeux qui vont se dérouler Oui. Qui vont se dérouler la prochaine fois. Je pense qu'ils sont qualifiés pour
Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'information. C'est les U17. Ils sont deux. Ceux qui vont aux Jeux Olympiques, ça sera peut-être les U23 ou peut-être. Parce que nous, on a terminé le Burkina a terminé 3e là-bas. Bravo. Ça, c'est bien, vous. Ça, c'est très bien. Ouais, le football, franchement, félicitations. Les Burkinabés se portent bien. En ce moment, j'ai l'impression qu'ils reviennent. Oui, mais comme on parlait de la Côte d'Ivoire, 3e, c'est une belle. Il faut féliciter. Mais vous n'êtes pas au Chan, Mbo. Non, le Chan, vous n'avez pas terminé pour le Chan. Bon. Je voulais juste préciser pour les U17 qui ont gagné qu'autour des U17, il faut féliciter Dao Lassina, ancien joueur de la SEC et de l'Africa, grand international, et surtout Youssouf Alikou Fofana, ancien joueur de Monaco, qui était le chef de la délégation et qui a chapeauté le tout. Donc moi je leur dis bravo, mais on disait que la Côte d'Ivoire avait des difficultés. Là on prouve qu'il y a toujours du talent, il y a toujours un vivier, mais il faut féliciter aussi les Burkinabés qui sont aussi dans la continuité et qui nous suivent. Donc bravo aux deux équipes. Voilà, mais messieurs, bravo pour votre football. On ne peut que vous féliciter ainsi que les téléspectateurs. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout à l'heure pour le foot international. Là maintenant, comme la tradition sur Africa 24, c'est la 3e partie et ça concerne le foot international. Guy Armand Morichemont est toujours là, conseiller intermédiaire FIFA, et puis notre ami Sidi Napon avec son regard de chat, qui est là aussi ex-entraîneur adjoint légendaire. Je dis légendaire du Burkina Faso parce que vous m'avez marqué par votre travail en Afrique du Sud. Vous avez eu un très très bon comportement et puis avec cette finale, vous étiez toujours calme sous votre banc et ça c'est extraordinaire. La contre-performance justement, nous revenons sur le Chan de la RDC, un but partout face à la Libye, est-elle liée justement à l'absence de Florin Bengué, l'entraîneur en titre? Nous en parlions dans la 2e partie, mais le point avec André Fidel avant de parler du football international. Voici le coach Ibengue lors de sa dernière séance d'entraînement avec les léopards locaux. L'entraîneur de 59 ans a l'air en forme sur la pelouse du stade annexe numéro 2 de Japoma. Mais seulement quelques minutes plus tard, face à la presse, le coach de la République démocratique du Congo a livré ses peurs au sujet du coronavirus. Nous avons tous, je pense, fait les contrôles de Covid hier. Là, on fait l'entraînement ce matin pour préparer le match, mais on ne sait pas du tout quel joueur on va aligner parce qu'on n'a pas encore les résultats. Donc, on est vraiment dans une difficulté. Et lorsque les fameux résultats sont tombés, le verdict est sans appel. 12 cas positifs en sélection nationale locale de RDC. Le coach Ibengue, son préparateur physique, le team press et 9 joueurs contraints à la quarantaine. Le reste du groupe relativise. Nous avons manqué parce qu'il n'était pas sur le terrain, mais dans l'équipe, il était vers nous. On était toujours ensemble avec lui. Ça a été un peu difficile, mais on a essayé un peu aussi de respecter les consignes du coach, malgré qu'on a rencontré des différentes réalités sur le champ, mais on a essayé quand même d'éviter la défaite et puis voilà. Florent Ibengue a retrouvé son poste d'entraîneur des Léopards à Prime quelques semaines seulement avant le coup d'envoi de la compétition. Donc le retour s'est fait, on va dire, naturellement. Il n'y a pas eu même trop d'étonnement au niveau du pays. Donc quand il s'est agi de remplacer Pamphile Miao qui était parti en Europe, voilà, on s'est retourné vers la DTN et puis j'étais disponible, donc ça s'est passé de façon aisée. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça se passe très bien. Avant sa quarantaine, le coach Ibengue voyait déjà le Cameroun en finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Une équipe qui joue à domicile avec des joueurs qui se sont retrouvés il n'y a pas si longtemps. Il y a un état d'esprit qui naît et qu'on voit là-dedans. Et elle m'a bien plu cette équipe, vraiment. Ibengue va certainement manquer à la presse. Des selfies à n'en plus finir. Le coronavirus lui inflige un carton rouge. Le coach sera sur la touche pour plusieurs jours. Voilà, quel virus, c'est un mot, avec le variant qui arrive à grands pas, il faut vraiment faire attention. Oui, mais la question qui se pose, c'est comment, on parle de football international, que ce soit ici en Europe ou en Afrique, de savoir comment les
autorités vont accompagner le sport par rapport à cette pandémie. On parlait du fonds FIFA, mais aussi il faut que les entreprises et les ministères aussi puissent accompagner, parce que quand on parle de football, on parle de jeunesse, on parle de solidarité, on parle de cohésion. Oui, mais M. Didier, vous voulez dire un petit mot à propos de ce virus qui perturbe la vie du foot? Actuellement, il fait ravage partout, hein, donc on ne sait pas sur quel pied danser avec cette maladie. Je vois que même au niveau de la Coupe d'Afrique là-bas, le coach il est atteint et vraiment ça va lui causer pas mal de problèmes au niveau de l'effectif. 9 personnes, c'est beaucoup. Bon, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, on n'est jamais à l'abri, quoi. Donc, bon, c'est une chose qu'on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Oui, messieurs, on parle aussi de fan zone du côté du Cameroun. Et moi, je l'ai vécu, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Je vous propose de regarder cette fan zone avec André Mirabeau qui a pénétré à l'intérieur. Regardez. On vous a parlé du CHAN, mais pas encore de la fan zone. Les autorités camerounaises ont pensé à un espace pouvant accueillir des supporters venus des 4 coins du monde entier pour assister à des moments inédits de football. La fan zone de Yaoundé, située à l'hôtel de ville, devient le lieu le plus attractif après le stade. C'est un grand plaisir d'accueillir les spectateurs du Cameroun, d'Afrique et de l'ensemble du monde ici sur la fan zone de Yaoundé, la fan zone CHAN Total 2020-2021. Nous sommes dans un environnement qui compte 1 hectare de superficie. Le parvis de l'hôtel de ville de Yaoundé, un bel espace bien stabilisé dans lequel la fan zone a exploité 6000 m² pour installer ce village qui est le village festif, pour que le public, d'où qu'il vienne, prenne plaisir à être ici, à regarder d'abord les matchs, mais au-delà des matchs, à agrémenter son temps en buvant un verre, en dégustant un morceau. Ici, on veille, on partage, on se tutoie, on s'amuse en profitant des spécialités culinaires locales. Et je voudrais souhaiter d'abord bonne fête à tous les Camerounais. Je vous invite à venir manger du bon shawarma. On a des pommes, on a de la laitue, on a de la tomate, du poivron et une bonne sauce vinaigrette pour accompagner notre shawarma. On a aussi à côté du poulet fait à la braise, du poisson et déjà on a aussi les mangeuses à côté. Déjà, je vous souhaite une bonne fête à vous et surtout, venez nous rendre visite. Tous, nous allons fêter et ça serait très bien. La vie est belle ici. Pendant ces rendez-vous de football, comme une fan zone, les mesures barrières restent prioritaires. Covid oblige. Voilà, nous allons enchaîner, messieurs, avec le tirage au sort de la CAN des U20 qui s'est déroulé aujourd'hui à l'hôtel, dans un grand hôtel à Yaoundé. Donc en groupe A, Mauritanie, Cameroun, Ouganda et Mozambique. En groupe B, Burkina Faso, Tunisie, Namibie et Centrafrique. En groupe C, Ghana, Tanzanie, Gambie et Maroc du 14 février au 6 mars. Mon cher Sidi, Burkina Faso qui tombe avec la Tunisie, la Namibie et la Centrafrique. C'est bien. Non, tranquille, sans pression. On va passer. Pression. Ouais. Ok. Parce que nos jeunes là, ils sont pas mal. Ils ont perdu la finale contre le Ghana. La dernière fois, c'est ce dont j'avais parlé avec l'arbitrage qui n'était pas à la hauteur et qui l'ont donné un but au Ghana à la dernière minute, qui ont fait perdre le Burkina à la finale. Donc, je pense que ces jeunes-là, ils sont prêts pour cette phase finale. Nous allons faire un clin d'œil à un ancien international maintenant, c'est Maolé Sylla. Il a porté les couleurs de la sélection de la Guinée, mais aussi celle de Bastia. Entretien avec ce dernier. Mais j'ai tout connu avec la Guinée. Beaucoup de cannes. 3 cannes comme joueur et 2 cannes comme entraîneur adjoint. Donc en tout, j'ai 5 cannes dans ma carrière. Voilà, et je suis satisfait de ma carrière. Maolé, c'est un pays qui est riche en footballeurs, hein, la Guinée. Oui, mais malheureusement, on n'a pas eu les bons dirigeants. Voilà, on a des bons joueurs, mais on a été mal encadré. Et puis voilà, bon, il n'y a pas eu beaucoup de soutien. Et c'est ce qui fait qu'on a du talent, mais le talent seulement ne suffit pas. Ben, on essaye de s'en sortir, mais ce n'est pas évident avec tout ce qu'il y a. Le gouvernement ne nous soutient pas. Ils font juste de peu qu'ils peuvent faire. Mais il n'y a pas beaucoup de soutien. Sinon,
Il y a du monde chez nous comme footballeurs. On peut faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Nous allons retrouver maintenant le football international après ça. Et je vais demander à Mo de commenter avec moi, Mo, le tableau du classement du championnat anglais avec Manchester United devant Manchester City. Leicester est 3e, 4e Liverpool. Mo, quelques mots sur ce championnat anglais qui est passionnant. On dit que c'est le meilleur championnat du monde. Ce n'est pas parce que l'Angleterre a inventé le football, non? Au plan marketing et au niveau de la gestion des droits télé, etc., je pense que pour moi, c'est le numéro 1. En termes de football, on pourrait dire l'Espagne, mais il y a plus de régularité, il y a plus de grands joueurs, de gros budgets en Angleterre. Donc pour moi, ça reste le championnat numéro 1. Et Sidi va nous commenter ce but de Paul Pogba avec Manchester United face à Fulham. C'était mercredi 20 championnat. Regardez, il a eu le temps de fixer. Je vous laisse décrire, Sidi, si vous avez vu le but. Oui, j'avais vu le but, oui, c'est un très beau but. Pogba, il revient maintenant avec tous les critiques qu'il a eues quand il a eu sa blessure. Il est revenu doucement et parfois il était sur le banc de touche, on le critiquait de partout. Aujourd'hui, il prouve que vraiment il a le niveau pour jouer ce championnat et jouer en équipe de France. Exactement, c'est le frère de l'autre, Florentin, qui joue à Sochaux et qui porte les couleurs de la Guinée. Messieurs, un gardien extraordinaire, celui de Chelsea, Edouard Mendy, 28 ans, regardez, il jouait au Havre, à Cherbourg, à l'OM, à Reims et à Rennes, ainsi qu'à Chelsea. C'est vraiment un grand gardien pour vous, ce gardien sénégalais qui fait un travail extraordinaire à Chelsea? Moi, je suis fan de Mendy depuis longtemps, depuis Reims. Et ce qui me passionne, enfin ce qui me marque, ce jeune gardien, c'est le parcours qu'il a eu. Il a été un moment au chômage, il y a des gens qui n'ont pas cru en lui. Il a su garder le cap et puis il a rencontré les bonnes personnes. Il faut savoir que dans le football, ce n'est pas le talent seulement. Il faut avoir les personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous donner des relations. Et Dieu merci, il a su se relancer. Aujourd'hui, il prouve à tout le monde que les gardiens africains, qui sont beaucoup, on va dire, sous-estimés sur le marché, ils prouvent aujourd'hui, comme des Onana, que les gardiens africains ont un top niveau. Ils sont de niveau mondial. Oui, et puis les joueurs africains qui évoluent en Angleterre, nous allons donner la parole à Sidi. Sidi, regardez, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a également l'Ivoirien Pépé, que nous allons voir tout à l'heure, d'Arsenal. Ensuite, le Ghanéen Thomas Partey, qui joue également à Arsenal. Vous connaissez tous l'Égyptien Mo Salah de Liverpool. Liverpool qui ne tourne pas bien, qui a été éliminé en Coupe d'Angleterre. Il y a aussi le Sénégalais Sadio Mané, qui vient juste après. Le Marocain Hakim Ziyech, qui joue à Chelsea. L'Algérien Riyad Mahrez. Et puis, je voudrais juste vous montrer aussi un garçon. Je vais vous dire pourquoi je l'ai sélectionné, Sébastien Haller. Parce que c'est un Ivoirien qui joue à West Ham et il est parti à l'Ajax. Tous ces garçons que j'ai cités avant Sébastien Haller, ils ne vont jamais revenir en France, hein, c'est dire. Non, mais quand tu vas jouer en Angleterre, c'est le haut de gamme. Donc, les gens préfèrent jouer en Angleterre que de venir jouer dans les championnats français. Donc, les joueurs africains qui jouent en ce moment en Angleterre, comme Sadio Mané et puis Mahrez, ce sont les deux qui m'impressionnent le plus là-bas chez les joueurs africains parce qu'ils font un football extraordinaire et ils mettent l'Afrique en avant. Et ça, c'est une très, très bonne chose pour le continent. Sébastien Haller. Sébastien Haller, il a fait un choix, à ma foi, qui lui a réussi. Il a décidé d'aller à l'Ajax Amsterdam. C'était un joueur qui a été un ancien espoir qui a joué avec l'équipe de France. Donc, il est venu avec la Côte d'Ivoire. Il a un gros gabarit. Il me fait penser un peu à l'époque de Didier Drogba qui venait de Guingamp avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est l'attaquant qui peut être accompagné de joueurs talentueux, de joueurs de football qu'on a en Côte d'Ivoire. Messieurs, j'ai un coup de cœur pour ce garçon. Regardez, Leroy Sané. Son père était sénégalais, sa femme allemande. Son père a joué en France. Que pensez-vous de ce garçon? Moi j'adore le voir, ce type-là. Il est très, très fort. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Je dirais même, oui. Normalement, il devrait être sénégalais, mais comment le Sénégal a pu laisser échapper? Je vais vous donner un exemple. Le problème, c'est qu'il faut que, en ce moment, les Sénégalais
il faut qu'ils mettent des dispositifs partout pour pouvoir sélectionner ces jeunes nés à l'extérieur. Et j'espère qu'ils l'ont déjà fait parce que le nombre de Sénégalais qui ont migré en Europe et les jeunes qui jouent, j'espère qu'ils ont pu avoir des personnes, des éducateurs qui puissent suivre ces jeunes en Europe. Je vais juste donner un exemple. Donc, on parle de Sané. Donc, je salue la communauté sénégalaise à Stuttgart. Je salue aussi la famille Gnabry. On parle de Sané, mais Serge Gnabry et Sané, c'est un duo, c'est deux joueurs qui sont métis. L'un ivoirien, l'autre sénégalais, allemand. Il faut savoir que ces jeunes joueurs-là doivent être détectés plus tôt. Ça veut dire que des fois, les parents, comme le cas de Djibril Cissé, les parents contactent les fédérations pour dire j'ai un jeune joueur, j'ai mon enfant qui veut jouer pour son pays et les fédérations ne donnent pas de retour. Et il y a aussi ce cas où l'enfant a été conditionné et il estime que pour évoluer par rapport au marché, c'est plus intéressant par exemple de prendre cette nationalité étrangère qui lui donne une plus-value sur le marché. Être international allemand, ce n'est pas la même chose qu'être international nigérien, burkinabé ou autre. Vous voyez? Donc il y a aussi beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte, mais les fédérations africaines se doivent aussi de recenser au niveau des consulats, des ambassades. Quand les enfants sont nés ici, c'est très très dur quand ils ont un certain niveau. Lorsqu'ils sont nés en Europe, vous voulez dire? Quand ils sont nés en Europe et qu'ils jouent ici, c'est très très dur de les faire changer d'avis, d'aller jouer pour leur pays. Mais on a beaucoup maintenant qui ont compris, et surtout avec le système qui est mis en place, que maintenant quand un enfant joue avec l'équipe nationale européenne d'un pays, c'est-à-dire comme la France, à 20 ans maintenant, il peut rejoindre l'équipe nationale de son pays. C'est vraiment une loi qui a été très bien passée. Et puis, et ça, c'est très bien pour nous, les Africains. On peut récupérer plein de joueurs qui évoluent ici, quoi. Ouais. Ce que je voudrais rajouter rapidement, il ne faut pas oublier que sur le marché en fait, des transferts, un joueur qui est international, par exemple pour signer en Angleterre, on demande à ce que les joueurs aient un statut international A. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. On ne choisit pas forcément aujourd'hui sa nationalité. On a des joueurs qui ont compris qu'ils ne vont jamais évoluer en équipe de France ou dans d'autres pays européens et qui reviennent vers les pays d'origine. Donc il y a aussi le contexte par rapport aussi au marché du transfert. Merci, messieurs. Vraiment pour votre éclairage, Guillaume Mo et Sidi Napon. Je voudrais juste préciser quand même que la mère de Louroy Sané s'appelle Regina Weber, championne de gymnastique rythmique, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et elle appartenait à l'époque à la RFA, République fédérale allemande. Et puis son père, c'est Souleymane Sané, qui a joué sous les ordres de Claude Leroy. Il était sélectionné justement dans l'équipe du Sénégal. Malheureusement, c'est le frère de Bakary, mais malheureusement, il est franco-allemand et il a préféré prendre la nationalité allemande. Il a joué à Schalke notamment, Bayern Leverkusen, Manchester City et maintenant au Bayern. Merci à mes deux invités. J'espère vous revoir dans l'année 2021 sur notre plateau pour commenter encore l'actualité. Sidi Napon du Burkina Faso et Armand Mo de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre attention et je vous laisse pour un nouveau journal sur nos antennes. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. Salut.